Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. La galerie Harcourt accueille en ce moment l'exposition d'Arnaud Baumann consacrée au Palace de Fabrice Hébert, la mythique salle de concert parisienne. À cette occasion, nous vous proposons d'écouter le photographe nous raconter son parcours. Il a répondu aux questions de Yannick Le Guillanton cet été, en déambulant dans son exposition rétrospective Baumann Collection à la médiathèque de Fontenay-aux-Roses et évoque tour à tour ses débuts, sa démarche, ses rencontres, sa collaboration fructueuse avec Harakiri aux côtés de Xavier Lambourg et l'évolution du métier liée à l'arrivée du numérique dont il fut l'un des précurseurs en France. Esprit curieux, volontiers anticonformiste, Arnaud Baumann aime le pas de côté, l'originalité. Ces images en disent long sur la manière dont notre société s'est aujourd'hui éloignée de ses rêves de liberté et de son goût de la saine provocation. Elles forment un kaléidoscope visuel d'un monde disparu. Reconnu pour son travail de portraitiste, il revendique son goût des autres qui a toujours guidé ses choix artistiques. Depuis 40 ans, il ne s'est refusé aucun domaine de recherche, aucune technique, aucun sujet, en véritable touche-à-tout. D'abord photographe de presse en tant qu'indépendant puis chez SIPA, il s'est peu à peu affranchi du monde des médias pour proposer un travail plus personnel, porté par l'exigence et la créativité qui le caractérisent et ponctué par de nombreux livres, parmi lesquels Carnet d'adresses, Dans le ventre de Harakiri et L'âge du siècle. Bonne écoute. Bonjour Arnaud Baumann. Bonjour Yannick, comment allez-vous ? Très bien, merci. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui au micro de L'Œil Écoute, à Fontenay-aux-Roses, pas très loin de Paris, pas très loin non plus de l'expo qui vous est consacrée, qui s'intitule Baumann Collection, et dans laquelle on ira faire une incursion pour que vous nous parliez de quelques images. Alors c'est une expo qui revient sur plus de 40 ans de photographie. Comment est-ce que l'on choisit la substantifique moelle de son travail pour une rétrospective comme celle-là ? Alors, est-ce qu'on choisit ? Je pense que, arrivé à un certain moment, la quantité d'images qu'on a fait sur tout un parcours de plus de 40 ans, certains travaux qu'on a pu faire s'imposent d'eux-mêmes. Et cette exposition, en réalité, c'est une exposition que je n'ai pas forcément souhaitée. On me l'a proposée. Et étant donné que 3 ans auparavant, j'avais fait une grosse exposition du même genre à Paris, rue de Turenne, dans un lieu superbe, 450 mètres carrés, qui m'avait été prêté par des amis. À cette époque-là, d'ailleurs, la personne qui me prêtait, étant quelqu'un qui travaillait dans la communication, m'avait dit « Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir exposer ?» Quand je lui ai parlé de toutes les photos que je pouvais exposer, avec son sens de la formule, il m'a dit « Mais appelle ça Total Baumann ». Voilà. 3 ans après, quand on me propose de faire un peu l'équivalent à Fontenay-aux-Roses, où je viens de m'installer récemment, je me suis dit « Je ne vais pas refaire Total Baumann ». Et il m'est venu l'idée d'appeler ça Baumann Collection, parce que quelque part, mon travail est une succession de collections, que ce soit première photo que j'ai faite à Harakiri, qui ont finalement fait une collection, puisque ça a donné lieu à un livre. Les nus de Carnet d'adresses, les vieux de l'âge du siècle, les artistes de cinéma, puis la chambre blanche, et puis les photos sous l'eau, sous la douche. Tout ça, c'est des collections. Et je ne suis pas collectionneur. Et c'est vrai que les collectionneurs, grâce aux collectionneurs, on a des choses à voir dans les musées. Mais à titre personnel, je ne suis vraiment pas du tout collectionneur. Alors évidemment, je garde certaines choses. Je n'ai pas tout jeté, Quand j'ai déménagé de ma maison pour vivre dans un appartement, je me suis débarrassé de beaucoup de choses. Vous êtes allégé. Ouais. Alors dans cette exposition, on retrouve énormément de portraits, des portraits de personnalités, d'inconnus et même d'animaux. D'où est-ce que ça vous vient, ce goût pour le portrait ? Je crois que j'ai toujours été attiré par la relation humaine. Quand j'ai commencé à faire des photos, au départ, je faisais de la photo dans la rue, dans le métro. Je venais d'arriver de province et Paris me fascinait. C'était tellement différent et tellement désiré de venir vivre à Paris. Quand j'avais 15 ans, je pensais qu'à ça, de ma province. La rue a été d'abord mon premier sujet d'intérêt en photographie. Puis la rencontre avec des personnes
que ce soit les gens d'Harakiri, le petit milieu du théâtre comme Jean-Pierre Calfon, Bulogier, Pierre Clémenti, des gens que j'ai croisés tout à fait par hasard. Ces gens-là m'ont donné envie de faire des photos d'eux. Puis plus tard, Peter Brook, qui vient de mourir. Donc la troupe de Peter Brook, j'ai fait des portraits de ces gens-là. Évidemment, je faisais des portraits des gens d'Harakiri. Et au final, quand j'ai fait mon livre Carnet d'adresses de gens nus... Donc votre premier livre en 84. C'est cela. Ce premier livre m'a mis le pied à l'étrier de manière totalement paradoxale. Une directrice artistique qui est devenue une amie, qui s'appelle Christine Jacquemart, qui travaillait pour le groupe Expansion, à la vue de mon livre, m'a fait travailler pour le groupe Expansion, c'est-à-dire faire les portraits de chefs d'entreprise. Et comme j'avais un peu l'esprit Harakiri, ça a donné lieu à des photos assez grinçantes des patrons, et ça me plaisait, quoi. C'était encore du portrait. Et puis petit à petit, les photos que je faisais de ces patrons, on m'a demandé d'en faire pour des revues comme Parcours, qui était la revue d'Air Inter, où je me suis mis à faire des photos d'artistes de cinéma ou de musique, et de fil en aiguille, Télérama, voilà, j'ai fait des portraits, on me commandait des portraits. Et pour revenir à Harakiri, puisque c'est un peu votre, entre guillemets, votre première expérience professionnelle sur le long terme, et une expérience que vous menez avec Xavier Lambourg. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez précisément pour le journal ? Alors, pour le magazine Harakiri, l'idée était de faire des photos dans la rue, qui étaient ensuite détournées par Choron et GB, plus tard par Choron et Gouriot, où ils mettaient des bulles, ces fameuses photos parlantes. Roman photo. Pas vraiment roman photo, c'était une photo, une situation. Une photo. Ouais, une situation dans la rue. Et de cette situation souvent un peu banale, c'était pas des bonnes photos d'ailleurs. En général, quand on apportait des trop bonnes photos, GB nous disait elles sont trop bonnes vos photos, faites-nous des photos nulles, quoi. Où les gens sont en situation pas forcément avantageuse, inconfortable, etc. Et là, ça les inspirait davantage. Et il y a eu un moment où les photos qu'on faisait ont provoqué des procès qui coûtaient de l'argent à Choron. Des procès en rapport au droit à l'image ? Oui, c'est ça. Des gens qui disaient, mais il y avait des avocats qui incitaient les gens à porter plainte parce qu'on leur faisait dire quelque chose qui n'était pas très à leur avantage. Du coup, Choron, un jour, m'a dit vous faites chier avec vos photos, vous me coûtez du fric, il y en a marre. Et j'ai eu l'idée, je crois que c'était une très bonne idée, de lui proposer de nous envoyer à l'étranger, en Belgique, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Espagne. Et comme ça, chacun notre tour, Xavier et moi, on partait dans un pays étranger qui ressemblait un peu à la France quand même. Et les gens ne faisaient plus de procès, puisque Harakiri en allemand ou en portugais, ça n'existait pas. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, cette école de l'anticonformisme auprès de Choron, Cavana, Cabu, Reiser ? Est-ce que ça vous a construit différemment ? Ça m'a apporté beaucoup de choses parce que d'abord, j'avais le désir de les rencontrer. De province, je connaissais leur existence. Et le fait de, par hasard, les rencontrer, je dis par hasard parce que c'est la rencontre d'une personne dans le métro qui faisait partie des romans photos, je le reconnais et je le suis, et c'était l'imprimeur. Et l'imprimeur me dit, si tu veux rencontrer les gens d'Harakiri, c'est à telle adresse. Donc ce hasard fait que j'ai rencontré ces gens-là que je souhaitais rencontrer, mais j'ai vu à la fois des gens de talent, des gens qui avaient de l'humour, de l'autodérision, qui avaient plein de choses que j'avais en moi, de l'originalité, de la révolte vis-à-vis d'une société qui était quand même un peu pesante. Engoncée. Engoncée, c'était vraiment il y a eu gaullisme, et après le Pompidou, après Giscard, tout ça c'était quand même assez coincé. Donc ces gens-là correspondaient vraiment à l'état d'esprit que je m'étais déjà forgé en tant que jeune homme. J'ai vu à la fois ces gens libres et en même temps bosseurs,
honnête, plein de qualités qui existaient aussi en moi et que j'ai en tout cas intégrées, qui font qu'aujourd'hui, je suis construit par... C'est mon école, c'est un peu mon école. Vous avez également fait des photos qui ont fait l'objet d'un bouquin qui s'intitule « Dans le ventre d'Harakiri » en 2015. Et là, c'était plus le backstage, les photos des collaborateurs du magazine. Oui, là, c'était très différent parce que en même temps qu'on faisait des photos pour gagner un peu notre vie, très chichement, d'ailleurs, on n'était pas très bien payés, mais ça, c'est un autre débat. Mais comme on était acceptés, ce qui était rare, les gens d'Harakiri ne souhaitaient pas être photographiés. Choron nous disait, au départ, il nous disait pas de photos. Donc, on a fini par être acceptés parce qu'ils ont vu qu'on était des gars sympas et qu'ils pouvaient aussi nous faire confiance. C'est-à-dire que Choron a dit au bout d'un moment, bon, vous pouvez faire des photos, mais je veux les voir nulle part. Et on a respecté cet engagement pendant 30 ans. Et suite aux événements malheureux de 2015, il y a eu un intérêt planétaire sur Charlie. Et quand j'ai rencontré, quelques mois auparavant, j'avais proposé à Jean-François Leroy, directeur de Visa pour l'image, je lui avais proposé de faire un sujet sur Harakiri. Il m'avait dit, écoute, reviens me voir en avril, je te dirai, parce que c'est pas international, Harakiri. Mais bon, pourquoi pas. Et puis quand il y a eu les événements en janvier 2015, on s'est croisés pendant la manif, ce qui est incroyable. Oui, une manif où il y avait des millions de gens. Des millions de personnes, ouais. Et là, il m'est tombé dans les bras en me disant « Arnaud, viens vite me voir avec tes photos ». Et donc, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai appelé Xavier Lambourg, je lui ai dit « Écoute, il faut qu'on fasse un livre ». Et on a pris notre temps et finalement on a pu faire le livre. Une exposition à Visa pour l'image. Aux Rencontres d'Arles également Non. À Visa pour l'image. À Rencontres d'Arles, c'est l'année suivante. On a participé à une exposition qui a été faite sur Harakiri, donc où il y avait des documents plus du journal lui-même. Des photos de Shenz, le photographe d'Harakiri, parce qu'il est le vrai photographe d'Harakiri. Il y en a eu d'autres, mais c'était Shenz, Chenard, qui bossait pour la télé également. Là, on est dans la salle réservée aux adultes, parce qu'il y a une partie qui est un petit peu chaude. Là, c'est les nus de carnet d'adresse. Et à l'époque, je connaissais les gens d'Harakiri, donc il y a Cavana qui a accepté de poser. Ça a duré très peu de temps, 3 minutes, 5 minutes maximum. Il s'est mis à poil, il a croisé les bras, il m'a dit « Bon, si tu veux faire une photo, allez, vas-y ». Et puis hop, il s'est rhabillé. Il y a aussi la femme de Kamagurka, qui était un dessinateur d'Harakiri également. Et elle était enceinte et elle a un dessin d'un diable dessiné par Kamagurka, dessinateur tout à fait excellent, mais belge. Je dis mais belge parce qu'en France on le connaît moins bien qu'en Belgique. Elle est pendue à un arbre, enceinte de 3 mois et avec le diable. Et malheureusement, elle s'est tuée à bicyclette en Hollande. Ici, il y a également Berroyer. C'était la génération des jeunes, les plus jeunes, qui est avec son copain comédien Jean-François Stévenin. Ils faisaient du judo ensemble et je les ai photographiés dans les douches du club où ils s'entraînaient. Puis il y a aussi, alors Luis Rego, il faisait pas partie d'Harakiri, mais il était souvent au fait d'Harakiri. Et il est en photographie chez Elisabeth de Senneville, qui avait une boutique de fringues dans une ancienne boucherie. Il est assis sur une grosse bouchère, qui était une fille que j'avais empruntée au casting d'Harakiri, qui posait pour les photos d'Harakiri. Et Luis Rego est à poil sur les genoux de cette femme assez forte, qui est assise sur un billot. Et Luis Rego tient un grand couteau. Et cette photo, elle a été repérée par l'éditeur du livre quelques années après. Je crois que c'est en Espagne. C'était des gens qui manifestaient pour le nudisme, qui s'étaient servis de cette photo pour illustrer le fait qu'ils voulaient avoir le droit d'être nus à la plage.
Alors Arnaud, à plusieurs reprises dans votre carrière, vous avez fait poser des modèles nus. Vous en avez parlé il y a quelques minutes. Donc notamment dans un livre qui s'intitule Carnet d'adresses. C'est une expérience que vous avez reconduite par la suite dans un genre totalement différent avec Au Secours, où là vous mettiez plus en avant le rapport avec l'eau, bien évidemment. Le vêtement, il cache nos imperfections, mais il révèle aussi notre condition sociale, notre humeur, notre personnalité, notre engagement. On le voit en ce moment avec Volodymyr Zelensky perpétuellement en basket treillis dans les médias dans son rôle de chef de guerre. Vous qui avez fait du portrait l'une de vos spécialités, je suppose que ce n'est pas la beauté formelle, canonique qui vous intéresse. Qu'est-ce que ça révèle pour vous, la nudité ? Alors effectivement, la nudité, c'est d'abord mettre les gens en situation peut-être de franchise. C'est-à-dire que quand on est nu, c'est plus difficile de se masquer, de jouer un rôle. Et quand j'ai photographié les gens de mon carnet d'adresses, d'où le titre, que j'ai proposé à mes amis au départ, puis ça s'est un peu élargi à des gens que je venais de croiser, donc qui sont devenus après mes amis. J'avais un peu une recherche d'identité personnelle aussi. C'est-à-dire que je me disais, je savais pas trop à l'époque, je doutais beaucoup. Est-ce que je veux devenir photographe ? J'avais toujours en tête d'être réalisateur de cinéma, mais je me sentais pas la carrure, j'arrivais pas à passer le pas. Et puis je faisais encore des études d'archi qui n'étaient pas du tout un choix. C'était juste un prétexte pour quitter la province. Enfin, tout était vraiment bancal dans ma vie. Et c'était une façon de mettre les choses un peu à plat. C'était une façon de vérifier que une recherche d'affection, d'amour de la part des gens. Est-ce que vous m'aimez suffisamment ? Est-ce que je peux m'aimer moi-même après ? C'est quelque chose qui fait partie de questions existentielles et de recherche de soi, de ce qu'on est, sur qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Et effectivement, je ne cherchais pas à enjoliver les gens. Je les photographiais. Oui, c'était pas un nu artistique. C'était pas du nu artistique ni de la mode. D'ailleurs, la mode, j'en ai fait un peu. C'est pas du tout un domaine qui m'a attiré. J'ai fait très peu de photos de mode et vraiment, j'aimais pas ça. À tout point de vue, le milieu ne me convenait pas. Et donc, ces photos de nus qui ont fait le livre Carnet d'adresses, c'est des portraits. C'est des portraits avant tout. Et en plus, elles sont contextualisées, ces images, parce qu'il y a un cadre. Voilà, elles sont chez eux, les gens chez eux. Et qu'on voit le zizi ou pas m'importait peu. Il y a peu de femmes, malheureusement, parce que les femmes ont plus difficilement accepté, mais il y a quelques femmes quand même. Et voilà, ça fait un livre qui a pris une certaine valeur à plus d'un titre. D'abord parce que c'est un livre qui a été tiré à 3000 exemplaires et qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois de diffusion, le diffuseur de l'éditeur a fait faillite, ce qui a entraîné la faillite de l'éditeur. Et donc les livres ont été vendus au poids, je crois, à quelqu'un qui les a achetés aux États-Unis. Et aujourd'hui, on les trouve sur Internet assez cher maintenant. Ça commence à tourner autour de 80 €. Et c'est un livre, alors indépendamment de ça, cette valorisation artificielle, c'est aussi une valorisation par rapport à l'époque. C'est-à-dire que je ne pourrais plus faire un livre comme ça aujourd'hui. Oui, ce serait beaucoup plus compliqué. Il y a des photos qui sont dérangeantes, qu'on pourrait accuser d'être des photos pédophiles, par exemple, alors qu'il n'y avait aucune idée de cet ordre dans ma tête en les faisant. Et d'ailleurs, la nudité, effectivement, elle s'affiche beaucoup moins aujourd'hui que certainement dans ces années 70-80, puisqu'à travers les réseaux sociaux, principale source d'information, de captation d'images, elle est interdite. Oui, c'est toute l'hypocrisie de cette époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel adolescent peut voir des films de cul vraiment qui donnent une idée désastreuse de l'acte sexuel,
Mais en même temps, vous mettez l'origine du monde sur Facebook et on vous l'enlève. Donc c'est complètement absurde, quoi. Il y a quelque chose qui est insupportable. Alors, le nu, on l'entrevoit aussi dans un autre bouquin qui s'intitule Projection privée, avec 2 magnifiques portraits, celui de Marine Delterme et de Boris Théral. Ce que vous faites à l'époque, c'est que vous réalisez des images dans un timing très serré à l'occasion du Festival de Cannes avec Patrick Auffauvre, qui lui les replace alors dans un contexte qui n'a rien à voir avec le lieu dans lequel elles ont été faites. On est à une époque où la photographie bascule dans l'univers du numérique. Est-ce que à ce moment de votre carrière, le passage au numérique, ça a été un nouveau défi, un moment un peu semblable à celui de votre enfance, où je crois votre père vous plonge les mains dans le bac de révélateur et que vous voyez en fait apparaître vos premières images. Est-ce que ça a été un déclic similaire ? Exactement. J'ai eu la sensation d'une cure de jouvence. Moi, j'étais un des premiers photographes français à faire du numérique. C'est-à-dire, j'ai même commencé à faire du numérique en faisant des vidéocaptures. Oui, les vidéocaptures. À Cannes, justement. À Cannes pour Libération. Voilà. Ça, c'est en 94. 92. 92. Ouais. On était les premiers à envoyer des photos par téléphone. Sur Itinéris, ça mettait 10 minutes pour envoyer un fichier d'un méga 2. Donc ça donne une idée. Et quand à 9 minutes, ça plantait, il fallait tout recommencer. Donc cette expérience de 92 avec une caméra où je numérisais, où j'utilisais un Macintosh et toutes les technologies Photoshop que j'apprenais sur le tas, tout ça, quand arrivent les premiers appareils photo numériques et les technologies un peu plus abouties, ça me plaît énormément. Ces technologies, pour moi, c'est vraiment une cure de jouvence parce que, et comme vous le dites, c'est un peu la même sensation que de mettre les doigts dans le révélateur et de voir les images apparaître. C'est aussi fascinant pour moi. Oui, c'est la vidéocapture hommage à Marlène que j'avais fait pour Libération. Et France Info avait dit Libération mieux que toutes les télévisions réunies, pour faire hommage à la disparition de Marlène Dietrich, dont la photo était en affiche du festival cette année-là. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure concernant le passage du numérique, de l'argentique au numérique. Disparition d'une forme de photographie, en tout cas globalement, même si l'argentique subsiste. Et l'arrivée du numérique qui, en même temps, dans cette vidéo capture, montre une disparition. C'est une sorte de mise en miroir ou de cercle vicieux. J'avais lancé une affiche dans la Méditerranée d'un ponton du Carlton. Et l'affiche descendait dans l'eau jusqu'à un point où, parmi les arrêts sur image que j'ai fait, j'ai trouvé 2 visuels intéressants, les 2 derniers. Le time code indique le temps qui s'est écoulé et on voit une bouche qui ressemble à celle de Marlène. Et la dernière image, on voit comme un spectre, c'est-à-dire vraiment le symbole de sa disparition. C'est comme si elle était en robe blanche et voilà, elle rejoignait les profondeurs. Donc très vite, je suis devenu assez fort sur Photoshop et mon assistant de l'époque, Patrick Auffauvre, a appris Photoshop avec moi et quand on a eu l'opportunité de faire un livre avec toutes les photos que je faisais d'artistes de cinéma, qui se sont fait à peu près dans les années 90-2000. Donc sur plusieurs 10 ans, saisons de Cannes. Une dizaine d'années à peu près. Toutes ces photos qui souvent étaient faites à Cannes, rapidement, entre 2 portes, dans des décors qui étaient sans intérêt, des terrasses, des hôtels, hein. Des choses détestables à notre goût. Et vu et revu. Vu et revu, même si mes portraits étaient quand même un peu, je dirais, signés. Je prétends qu'ils étaient signés. Malgré tout, le décor était là, il était naze. Et donc, j'ai confié à Patrick la
possibilité de changer tous les décors, et c'est lui qui a réinventé les décors avec beaucoup d'intelligence en fonction de la personnalité de chacun. Et c'est bluffant en fait, puisque quand on ne le sait pas, quand on voit l'image, on ne s'en rend absolument pas compte, sachant qu'en plus, qu'on reprochait souvent au numérique à cette époque-là, au début des années 2000, c'est que le rendu du numérique était assez plat. Alors, c'était la gageure qu'on s'était donnée, c'était de faire comme si. D'ailleurs, ça nous a porté préjudice, parce que quand j'ai apporté ces photos à 6 pas, la personne qui était responsable du service photo m'a dit mais c'est pas vraiment des photos, quoi. Moi, je disais c'est photomontage, mais en même temps, je voulais que ce soit des photomontages réalistes. C'était pas du Hertfield, c'était du photomontage. En même temps, c'était pas du documentaire non plus ou du reportage. Mais c'était des images et qui étaient faites avec les premiers logiciels de montage. Il y avait même Live Picture qui était un concurrent de Photoshop, qui était à la fois très performant, qui permettait de travailler sur des gros fichiers, mais compliqués, tellement compliqués qu'ils ont pris le bouillon, quoi. Ils ont coulé. Et c'est Photoshop qui a pris le dessus. Et donc, voilà, on s'est bien amusé à faire ça. Ça a donné le livre Projection privée. Ça me fait plaisir de savoir qu'elle tienne encore la route. Et en plus, c'est aussi un très beau palmarès du cinéma de l'époque. Français, international, oui, de l'époque. Des gens que vous avez pu rencontrer. Oui, il y a Sean Connery, Coppola, Dustin Hoffman, Isabelle Huppert. Ah non, Isabelle Huppert, elle n'y est pas. Non, c'était Sandrine Bonner. Voilà. Qui pourrait penser que cette photo de Johnny Depp extraite du livre Projection privée viendrait au devant de l'actualité avec ce qui se passe pour lui, ce procès avec sa femme où il est considéré comme victime, alors qu'en général ce sont les femmes plutôt qui sont victimes, mais bon. Et Johnny Depp, les poings serrés avec façon Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur, avec où il y avait marqué Hate et Love. Et cette photo, je l'ai faite de manière très rapide à Cannes, alors que Laurent Veil, le journaliste de Canal+, m'avait autorisé pendant l'installation des micros à faire une photo qui a duré 2 minutes. Nos regards se sont croisés, il m'a serré les poings comme ça, et c'était plutôt une bonne image. Et quelques années après, j'ai eu un autre rendez-vous avec Johnny Depp dans de meilleures conditions. J'avais 20 minutes pour faire des photos, je le fais poser. Et après ces 20 minutes, d'autres photographes attendaient leur tour, leurs 20 minutes. J'avais apporté un tirage de cette photo, un tirage pour lui, un pour moi. Et pour une fois, je lui ai demandé un autographe. La seule fois où j'ai demandé un autre photographe, c'était avec Sean Connery. Sinon, je suis jamais tombé dans cet esprit de collectionnite. Mais Johnny Depp s'est mis à regarder la photo, il a dû l'aimer énormément et il a pris au moins 3-4 minutes. Tout le monde me regardait, l'attaché de presse, j'avais l'impression que j'allais disparaître dans le sol tellement j'étais gêné de voir que je prenais du temps aux autres. Et à la fin, il a écrit en anglais avec l'honneur d'avoir été de ce côté-là de l'objectif. Et voilà, c'était sympa d'avoir une telle reconnaissance de mon travail. Alors dans un tout autre genre, avec L'Âge du siècle en 91, donc juste avant l'émergence du numérique, vous faites une galerie de portraits de figures marquantes de la société française, parmi lesquelles on retrouve Sœur Emmanuelle, Jean Marais, Claude Lévi-Strauss, Madeleine Renaud. Au total, ça représente une 60aine de personnalités, toutes nées avant 1914. Elles n'ont évidemment plus la flamboyance de la jeunesse, mais au contraire des visages qui sont marqués par l'histoire, les épreuves par lesquelles elles sont passées. Vous, Arnaud, vous n'avez pas encore 40 ans. Lorsque vous entreprenez ce travail, c'est en quelque sorte un hommage en image à un monde qui est en train de disparaître et qui n'est plus tangible aujourd'hui uniquement à travers des textes, des livres, des films et des souvenirs pour les gens qui les ont rencontrés. Dans quelle mesure il est important ce rapport au temps pour vous ?
j'ai pris conscience dans cette période qu'on vivait une époque exceptionnelle, que l'humanité vivait une époque exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle était passée de la vitesse du cheval à la vitesse des électrons. C'est-à-dire que l'esprit humain pouvait, dans un même cerveau, il pouvait y avoir ces deux valeurs de vitesse. C'est sûr que avant, ça n'avait jamais eu lieu, et cette accélération, avant qu'elle se reproduise... Mais comme on vient de le dire, ça préfigurait aussi l'arrivée d'une nouvelle technologie qui oui, a bien changé sûr, complètement bien sûr. Mais le monde. Donc cette accélération du temps, il y avait des gens qui avaient assisté, des gens nés avant 14, parce qu'on m'avait dit, historiquement, c'est la charnière entre le 19e et le 20e. Et dans les années 90, ces gens-là, ils étaient encore vivants, ils avaient assisté à cette accélération du temps tout à fait exceptionnelle pour l'humanité. Et donc, je me suis dit, mais moi, je suis contemporain de ces gens-là, pourquoi pas aller les rencontrer ? Et c'est comme ça que j'ai rencontré tous ces gens, en général, assez exceptionnels. J'ai choisi des personnes qui ont traversé le siècle, mais qui avaient une personnalité qui a marqué le siècle. L'âge du siècle, c'est mon deuxième livre. J'avais photographié ces personnalités avant 14, mais c'était un peu comme des grands-parents. Et quand j'ai photographié Madeleine Renaud, j'ai eu un rendez-vous avec Jean-Louis Barrault et je les ai photographiés séparément. Et Madeleine Renaud, j'ai tenu à la photographier avec une ombrelle. Je ne sais pas pourquoi, il me semble que dans la pièce de Beckett, Oh les beaux jours, il me semble qu'elle avait une ombrelle. C'était certainement en référence à ça. Et elle est toute mignonne, on a l'impression d'une jeune fille avec cette ombrelle. Et vraiment, c'était une grande émotion pour moi de rencontrer cette femme que j'avais vue sur scène sans la connaître et dans une pièce aussi remarquable. C'était une chance de pouvoir la rencontrer. Et l'amour que ces gens dégageaient, Jean-Louis Barrault et elle, même si ça devait pas être facile tous les jours avec Jean-Louis Barrault, il avait un sacré caractère, je crois. C'est un de ces beaux couples mythiques de la culture française. Alors, ce qui est saisissant également, Arnaud, dans votre travail, c'est que vous parliez de collections tout à l'heure, mais vous vous intéressez aussi à des familles. Ces collections, ce sont quelque part un peu des familles. Vous avez monté un dispositif autour de familles, de tribus, que vous avez intitulé la Chambre Blanche. Alors, c'est un dispositif plutôt simple, un studio mobile blanc. C'est une démarche un peu à la Sander, donc ce photographe allemand qui documentait lui aussi des familles, des typologies de femmes et d'hommes dans la première moitié du XXe siècle. Vous l'avez fait avec les visiteurs de Paris-Plage, avec le public de Cannes, les stars du Palais du Festival, mais aussi lors de foires dédiées à la mode, par exemple, bref, dans de multiples circonstances. Quelle était votre ambition lorsque vous réalisez cette fresque de visage, de corporation ? Est-ce que c'était aussi votre goût de l'humain que vous évoquiez au début de notre entretien ? Oui, et puis aussi, l'histoire de la photographie, elle passe par là. Sander, c'est quand même... l'aspect documentaire des choses. J'avais pas la patience de me dire je vais passer ma vie à faire ça comme Sander a pu passer pas mal de temps à faire ça. Mais vous avez fait beaucoup de photos, je crois. Mais au final, presque en 10 ans, j'ai dû faire 3000 photos. Parce que à chaque fois, c'était entre 50 et 150 photos dans une manifestation. Ça pouvait être même place de la Bastille. Je posais ma tente pour une manif et j'avais une centaine de personnes qui venaient poser. Et puis c'était rigolo parce que c'était toujours dans des endroits, par exemple les festivals de musique, des gens, il y a la foule et puis tout d'un coup, ils se retrouvent isolés avec moi et du coup, ils se lâchent. Et je leur pose une question à chaque fois.
Parce que, à la différence de Sander, ces personnes que vous photographiez, elles sont aussi un peu décontextualisées puisqu'elles sont dans ce studio blanc. C'est vrai. Oui, j'ai photographié de la même façon les SDF et des ministres, et des stars de cinéma, et des... Oui, pour qu'on oublie un peu, enfin, malgré tout, là pour le coup, ils sont habillés, ils ont leurs vêtements. Ouais. Donc, et parfois, ils incarnent aussi une profession. J'ai une image Ouais. d'un boucher, je crois, Oui. en habit. Pourquoi vous avez fait le choix, en fait, de les isoler comme ça dans ce dispositif ? Alors ça vient de loin, c'est que quelques temps avant, 2 ans ou 3 ans avant, je sais plus, je faisais des photos sous les draps. Encore une série, mais que je n'ai même pas exploitée dans mon exposition à Fontenay. Mais j'ai fait des photos sous les draps parce que je trouvais que c'était tellement beau. Quand j'étais au lit avec ma femme, je voyais la lumière qui passait au travers du drap et je trouvais ça tellement... je dirais, une lumière agréable. Un peu uniforme. Oui, quelque chose enveloppant. Et j'ai fait quelques photos comme ça. J'ai proposé à mes amis, copains, copines, de faire des photos sous les draps. Et puis, cette idée m'est venue quand sont apparues des boîtes à lumière de 2 mètres par 2, un cube de 2 mètres par 2. J'en ai acheté un, puis après un deuxième, parce qu'au fur et à mesure, ils se trouvaient un peu abîmés. J'en ai eu jusqu'à 3, dont certains ont été signés par des stars. Et donc, ces blocs de lumière faisaient partie de votre dispositif ? C'était le dispositif, c'est-à-dire que j'ai installé des flashs à l'extérieur pour avoir une lumière un peu constante, parce que ça pouvait être très beau en extérieur. À Paris-Plage, par exemple, je me suis servi de la lumière du jour. Mais quand j'étais sur des festivals de musique où je pouvais me retrouver tard le soir, j'éclairais avec des flashs. Donc les flashs étaient à l'extérieur, et du coup les gens se retrouvaient dans une nimbée d'une lumière douce, sur un fond blanc, et bien souvent, les gens se mettaient à poil, là aussi. Alors Arnaud, si vous le voulez bien, on va parler maintenant de votre actualité avec un livre consacré au Palace, le club parisien des années 70-80 devenu mythique. Et pour nous plonger dans l'ambiance, je voudrais vous faire écouter les souvenirs de Cédric Naimi et de Charles Duprat, qui ont fréquenté assidûment le Palace, que j'ai interrogé lors de votre vernissage, et qui nous ramène donc vers la rue Montmartre en 78. Ce qui est intéressant avec le Palace, c'est que ça a démarré avec aussi la chance, avec une musique qui était le disco. Sachant que le Palace était un peu pas copie mais du Studio 54 à New York. Fabrice Hébert, en fait, avait des boîtes homosexuelles rue Sainte-Anne, donc il y avait le Pins, le 7, et donc après il a ouvert le Palace. Et du coup, il y a eu toute cette effervescence d'un seul coup qui s'est mise en place. Il y avait Sylvie Grambach qui était l'attachée de presse, et elle a ramené vraiment toute une effervescence de personnalité. Par exemple, Jean-Paul Gaultier, c'était ses débuts, Thierry Mugler, Claude Montana. Il y avait besoin de cette pépinière, de cette énergie. Vraiment, les années Palace, c'est vraiment 5 ans. 5 ans et 5 ans de fête. D'abord, c'est un lieu qui était multigénérationnel. Le premier soir, en tous les cas, et la première et deuxième année du Palace, il y avait toute une clientèle qui avait connu Saint-Germain-des-Prés, voire même qui avait connu les années 30, pour certains vieux acteurs. Et puis c'était un mélange de genres, de tout. Il y avait aussi bien des aristocrates que des punks, quelque part bien élevés, je dirais, respectueux, des honnards. C'était ça l'ambiance. Quand on est rentré dans le Palace, on a senti tout de suite l'alchimie. Et donc l'ambiance, c'est la folie. Ça a failli ne pas ouvrir, mais heureusement, les relations de Fabrice Hébert ont fait qu'au dernier moment, le ministère de la Culture a envoyé un petit fil pour permettre l'ouverture de la boîte. Et toute la nuit, ça a été comme ça, et le mélange s'est fait progressivement jusqu'à vers 3h du matin. La chanteuse Grace Jones est apparue des balcons, est arrivée sur scène, et là, c'est parti dans un délire. C'était champagne à volonté toute la nuit. Le Palace était vraiment l'empire et de la musique, des couturiers, des défilés, des concerts. Si tu ne pouvais pas rentrer, tu étais puni. Les gens qui ne pouvaient pas rentrer, ils étaient punis. Une pépinière de talents, des looks, des aristocrates, des honnards, des couturiers, des punks bien élevés, le tout sur une musique disco. Est-ce que c'est raccord avec vos souvenirs, Arnaud ?
Oui, d'ailleurs Charles Duprat, que j'ai rencontré récemment, est la personne qui en parle le mieux. C'est vraiment quelqu'un qui a vécu le palace en tant qu'individu qui venait pour le plaisir, pour danser. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer récemment parce que le projet de livre sur le palace date depuis plus de 10 ans. J'avais fait même une première édition à titre personnel de 10 exemplaires parce que je ne trouvais pas d'éditeur. Puis j'ai fini par trouver un éditeur, mais il y a eu le Covid, l'éditeur a disparu. Et finalement, l'opportunité de le faire a ressurgi comme un miracle. Et là, tout d'un coup, les choses se sont alignées. Et parmi ces planètes, Charles Duprat est quelqu'un qui s'occupait du Facebook, le palace de Fabrice Hébert. Il y passait depuis des années des photos de moi, mais de manière très respectueuse. Donc, j'ai jamais cherché à lui faire des embêtements. Je voyais qu'il mettait copyright Arnaud Baumann, donc je trouvais qu'il parlait très bien de tout ça. Où est-ce qu'il a trouvé lui-même ces images ? Alors, il les a trouvées. J'ai su après. Je lui ai demandé, quand on s'est rencontrés, je lui ai demandé, mais où est-ce que tu as chopé tout ça ? Et c'était parce que j'ai fait, en tant que maître de stage aux rencontres d'Arles, j'avais fait une projection. Et dans cette projection, j'avais parlé du palace. J'avais fait déjà à l'époque, il y a 15 ans, j'avais fait un montage de mes collections. Je n'appelais pas ça collection, mais c'était un peu de ça déjà. Et il y avait un photomontage, donc, un diaporama qui était de bonne qualité. Et il a dû être diffusé sur Internet. Et après, comme Charles Duprat est devenu après coup photographe, je veux dire après son expérience du palace, il est devenu photographe. Il est très bon technicien et il a su extraire toutes les photos de ce diaporama. Et techniquement, vous travaillez avec un dispositif qui s'appelle l'Open Flash. Comment est-ce que ça fonctionne exactement ? Parce que ça donne un rendu très particulier à vos images. Le fond est évidemment très sombre puisque ça se passe dans le club. Il y a une sorte de halo qui se dégage autour de la scène que vous photographiez et il y a parfois des raies de lumière qui parcourent l'image. Alors, il faut savoir que le palace, sa particularité, c'était l'innovation technologique dans les lumières. C'était la première boîte en France où on voyait les lasers. Des lasers, il y avait aussi des néons, il y avait des effets de lumière, comme au théâtre, mais les plus sophistiqués de l'époque. Moi, j'allais au palace, non pas parce que je faisais pas partie du milieu gay, j'étais pas spécialement danseur, même pas du tout, j'avais horreur de danser, mais je sortais la nuit, avec Xavier Lambourg, on faisait un peu des... Oui, là, c'est l'époque d'Harakiri. Harakiri en même temps, ouais. Un petit peu après, quoi. C'est quelques années après Harakiri. Et donc, pour moi, c'était fascinant d'aller dans cette boîte, c'était l'endroit où il fallait être si on voulait sortir le soir. J'allais y boire des coups aussi, évidemment, parce que je ne me droguais pas. Moi, je n'étais pas attiré par la drogue, plutôt même méfiant vis-à-vis de ce genre de choses. Par contre, j'étais fasciné par le monde que je découvrais, ce monde foisonnant, à la fois multi-genre, multi-social, et cette liberté qui me convenait. J'avais envie de les photographier, mais je n'étais pas du tout attiré de faire comme les autres photographes, les stars au flash. Un peu people. Voilà. Ce qui devait passer dans la presse. De Paris Match, les soirées, les pages des soirées, dans les magazines people. J'étais pas attiré par ça. Je voulais restituer cette ambiance lumineuse. Et donc, j'ai mis en œuvre la pratique de l'open flash, qui consiste à donner un petit coup de flash pendant une pause très lente. Mais j'ai poussé le vice très très loin, c'est que j'ai utilisé de la Kodachrome. La Kodachrome, c'était un film, pour les gens qui ne connaissent pas la photographie, il faut leur expliquer que c'est un film très peu sensible, qui faisait 25 ASA, voire 40 ASA, mais moi j'utilisais carrément la 25 ASA, c'est-à-dire qu'il fallait énormément de lumière pour insoler cette pellicule. Et donc je l'utilisais en pause très très lente, c'est-à-dire des fois plusieurs secondes. Donc ça doit vous donner un rendu un peu flou. Et tout est flou. Si vous n'avez pas de flash, tout est flou.
À part les lasers qui, eux, marquent. C'est un peu comme un flash, le laser, mais c'est un flash pas aussi puissant qu'un flash, mais c'est un rayon de lumière très puissant quand même, qui, lui, faisait des arabesques, faisait des dessins dans l'espace, et que nous, on voyait à peine, on voyait un cercle, mais on n'avait pas la restitution de tout son parcours. Un peu comme les premières photographies pour montrer le mouvement. Là, c'était un peu la même technique qui était mise en œuvre. Et pour que la photo soit intéressante, je donnais un petit coup de flash. Alors donc, j'observais les gens dans la pénombre. Je ne voyais pas s'ils avaient la bonne expression, je ne voyais pas s'ils étaient dans la bonne position. Et je donnais un coup de flash. Et 9 fois sur 10, c'était raté. Mais quand c'était réussi, c'était magique. Et là, je crois que j'ai signé un travail photographique unique que personne n'a fait. Et j'en suis très très content. Mais j'avais pas conscience à l'époque. Et sériel aussi, parce que c'est pas one shot. Ah bah oui, j'y suis allé pendant 3 ans, quoi. Toute la période du Palace vraiment intense où il y avait des fêtes, où il y avait des soirées. Alors au début, c'est comme avec Harakiri. Pour moi, c'est 2 mondes qu'on peut mettre en parallèle. C'est-à-dire d'un côté, il y avait Harakiri, tu entres mais tu fais pas de photos. Et puis de l'autre, tu avais le Palace, Sylvie Grimbach qui me disait tu entres mais là tu fais pas de photos. C'était très compliqué d'obtenir la possibilité de faire des photos. D'ailleurs, j'avais plus facilement l'autorisation de faire des photos en semaine parce qu'il n'y avait pas de people. Et moi, comme le people ne m'intéressait pas. Alors sur les quelques images que vous m'avez donné l'opportunité de voir, on reconnaît évidemment Fabrice Emmer, ça c'est Oui. bien normal puisque c'est le Oui. directeur du Palace. J'ai reconnu, il me semble avoir vu Calfon. Oui, parce que c'était un copain. Voilà, c'était un ami à vous. D'ailleurs, je l'interview pour mon livre. J'ai tenu à faire des interviews de personnes qui ont vécu le Palace, comme Charles Duprat, qui raconte de manière formidable son expérience personnelle, parce qu'elle est pas seulement d'aller danser, il est allé aussi pour les concerts. Et on ne le sait pas assez, le Palace était un lieu de concert également. Il y avait 300, je ne sais plus combien, 200 concerts dans l'année, au minimum une bonne centaine, voilà, on va dire, pour pas exagérer. Et Charles était à tous ces concerts parce que c'était quelqu'un qui aimait la musique, il travaillait même pour Champ-Disque. Champ-Disque, voilà, ouais. Et donc, j'ai fait l'interview de Charles Duprat, qui va être fondamentale dans le livre. J'ai fait l'interview de Calfon, parce que Calfon, c'était quand même un mec qui avait 40 ans à l'époque, mais il zonnait avec des mecs de mon âge, 25-28 ans. On était un petit groupe comme ça de copains. Après, il y avait, j'ai aussi interviewé Jenny Belair, qui était la physionomiste, une des physionomistes, mais Jenny Belair, c'était un personnage tellement truculent, tellement original, qui est adorable, vraiment, qui d'ailleurs m'a fait une interview superbe également. Qui est-ce que j'avais photographié sans savoir que c'était lui par moment, Monsieur Pipi, c'est-à-dire l'équivalent de Madame Pipi. Et j'ai fait une interview de lui hier extraordinaire, où il me raconte comment il est devenu Monsieur Pipi, avant d'avoir été barman. Et Fabrice Emmer, qui au bout d'un moment lui dit « Bon, tu as 30 ans, les barmen, ils ont 20 ans, tu veux pas qu'on change de boulot ?» Et il lui a proposé le poste de Monsieur Pipi, et il a fait ça pendant 3 ans et demi. C'est les plus belles années de sa vie. Le mec, il raconte ça, c'est extraordinaire. Donc c'est des joyaux que j'ai. Ce livre, ça va être un recueil à la fois photographique, exceptionnel, et j'ai la grande chance que Christian Cojol ait accepté de faire la préface. Pour moi, Christian Cojol, c'est le meilleur de tous les critiques photographiques, je ne dirais pas du monde parce que je ne peux pas prétendre tous les connaître, mais en tous les cas en France, s'il y a quelqu'un qui écrit bien sur la photographie, c'est Christian Cojol, vraiment, et depuis tellement longtemps, quoi. Et je vais interviewer Guy Cuevas, qui est le DJ de l'époque, et un type extraordinaire. Il a écrit un livre là récemment. Il est devenu aveugle. Hein. Il est passé par un tunnel, c'est le cas de le dire. Il n'était pas encore aveugle à ce moment-là, mais il est devenu aveugle dans cette période. Il a vécu la misère après, pendant 14 ans. Et il a sorti récemment un livre qui s'appelle « Avant que la nuit ne m'emporte », très beau titre.
Et je vais me servir certainement d'une phrase très brève en exergue de mon livre. Ce sera 1er mars 78, autour de 22h, 2 points. Maintenant, mes loulous, champagnez-les tous à mort. C'est Fabrice Hébert qui dit au serveur le jour de l'inauguration du palace, qui dit « Allez-y, champagne pour tout le monde ». Champagne à flot. À flot, voilà. Très bien, écoutez, c'est sur ces bulles qu'on va se quitter, Arnaud Baumann. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Merci à vous et bonne continuation dans votre travail. Retrouvez l'habillage musical de cet épisode sur le magazine Emeria, www.emeria.com.